Bonjour les cinquièmes, nous continuons notre aventure pour décrire un petit peu la société au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous allons nous servir d'un personnage particulier. Ce personnage, il s'appelle Marco Polo. Alors pourquoi je me sers de lui? Parce que tout simplement, on va voir dans notre nouveau chapitre que s'il y a une communauté de personnes qui est extrêmement importante au Moyen-Âge, ce sont les marchands. Pourquoi? Parce que déjà, ils se déplacent énormément. Ils se déplacent dans le monde connu, par bateau, par route terrestre, et ils nous offrent donc à cette époque plusieurs utilités. Non seulement ils permettent de s'approvisionner en produits, mais surtout, c'est eux qui vont diffuser les informations, les technologies. C'est eux qui vont permettre finalement aux différentes régions de connaître leurs voisins, de connaître l'ensemble du monde. Donc, ils sont extrêmement importants. Ils se déplacent énormément. L'exemple typique, justement, on va en parler assez rapidement, c'est la ville de Venise, ville où ceux qui dirigent la cité, ce sont les grandes familles de marchands. Là-bas, tout est étudié pour que on soit impliqué. Quand vous êtes un enfant, vous êtes formé par des membres de votre famille, toute la famille vit ensemble et participe aux affaires de la famille marchande. Quand vous arrivez à l'âge de 15 à 20 ans, on va vous demander de vous embarquer sur les bateaux vénitiens pour devenir arbalétrier, pour apprendre le métier, mais surtout apprendre qu'il est très dangereux de se faire attaquer, qu'il est très dangereux de perdre sa cargaison. Par la suite, vous serez formé par d'autres membres de la famille, soit à Venise, soit dans les villes avec lesquelles on travaille. Et une fois que vous aurez fait tout ça, on vous permettra de devenir marchand. On apprend de la base jusqu'au summum. D'accord? Si je continue sur cette option-là, et si je prends mon camarade Marco Polo, c'est un jeune Vénitien qui est né dans le courant du XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, il appartient à la famille Polo, qui fait du commerce avec l'Orient. L'Orient, pour nous, ça serait tous les pays du sud de la Russie actuelle, et ça serait surtout la Kataï, la Chine, qui est dominée à cette époque par l'empire mongol, l'empire finalement qui était mis en place par Gengis Khan. La famille Polo a fait des voyages en Orient pour ramener des produits très importants. On a parlé des épices qui sont très utiles, je vous renvoie au cours qu'on a fait là-dessus. On ramène de la soie et d'autres produits. Et à l'âge de 17 ans, Marco Polo est envoyé avec son oncle, son père, pour aller justement faire un voyage en Kataï, en Chine. Il va remonter la route de la soie, enfin l'une des routes de la soie, qui permet d'aller jusque là-bas, et il va découvrir énormément de choses sur sa route. Il va rester au total 26 ans loin de chez lui. Arrivé dans la capitale chinoise, l'empereur de l'époque, qui est le petit-fils de Gengis Khan, s'appelle Kubilai Khan, va s'attacher à ce jeune personnage. Il va l'engager pour différentes missions diplomatiques, économiques, et puis il va profiter un petit peu de la situation. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, finalement, que Kubilai Khan va permettre à Marco Polo de rentrer chez lui. On ne connaît pas très bien la route, on sait juste qu'a priori, il est passé par la route la plus longue, c'est-à-dire qu'il a pris les bateaux et qu'il a remonté le long, finalement, de la Chine actuelle, de l'ancienne péninsule indo-chinoise, de l'Inde et des pays du Golfe arabe, avant de rentrer en Italie par la suite. Ces aventures auraient pu s'arrêter là, mais après son retour à la toute fin du XIIIe siècle, il va participer à une guerre entre Venise et sa grande rivale à cette époque, la République de Gênes. Et à cette occasion, Gênes va gagner la guerre et Marco Polo va être capturé avec un certain nombre de ses camarades et il va être envoyé en prison. Il va y rester pendant 3 ans. Le temps de payer une rançon, tout simplement. Sur place, il s'ennuie, c'est logique, et il va communiquer avec ses camarades de prison. Il va notamment travailler énormément avec Rustichello de Pise, un de ses amis, et celui-ci, finalement, au fur et à mesure qu'il lui raconte ses aventures en Chine, et pendant ces 26 années, son ami va passer son temps à dessiner petit à petit, finalement, tout ce qu'on lui raconte. Ça va donner naissance, les écrits de Marco Polo plus les dessins de son camarade, à ce qu'on appelait le livre des merveilles, ou le livre de monde de Marco Polo. En voici un exemplaire qu'on a au collège, que vous pourrez voir quand on se retrouvera. À l'intérieur finalement de ce livre des merveilles, outre les textes finalement intéressants de Marco Polo, qui permettent de mieux connaître la géographie, de mieux connaître les us et coutumes dans ces régions, ce qui est intéressant, c'est de regarder les illustrations. Ces illustrations, il faut imaginer qu'elles sont faites par quelqu'un à qui on raconte une histoire, mais sur des choses qu'il ne connaît absolument pas.
C'est-à-dire qu'il a fait des dessins en fonction de ce que lui, il imagine. C'est-à-dire que quand on lui dit de représenter une ville chinoise ou indienne, bah lui, tout simplement, il va représenter une ville telle qu'il la connaît en Italie à cette époque. Quand on va lui parler d'animaux présents dans ces régions-là, de la même façon, il fait en fonction de ce qu'il comprend, de ce qu'il imagine, et puis il rajoute souvent des effets un petit peu merveilleux. Des licornes, par exemple. Si on s'intéresse à sa représentation des éléphants, lui, il n'en a jamais vu. Donc c'est sûr que sa représentation un petit peu particulière, quand on lui a dit qu'ils ont une trompe, il a dessiné une véritable trompette pour représenter finalement la trompe de l'éléphant. Et ainsi, tout est représenté de façon un petit peu bizarre. C'est une illustration, parfois qui peut paraître relativement réaliste, comme ici, la présentation des ressources à un roi. On offre de grandes richesses. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'Asie est extrêmement riche. Et parfois, c'est beaucoup plus farfelu, avec cette représentation des populations locales qu'on décrit comme n'ayant qu'un seul grand pied, n'ayant pas de tête, etc. Parfois, étant donné qu'ils n'ont pas la même origine, on a un Pisan, donc un Toscan, et un Vénitien, les expressions peuvent changer. Donc, il va représenter de façon très littérale ce que Marco Polo lui a raconté. Quand Marco Polo lui parle d'une population du fin fond finalement de la péninsule de chinoise qui aurait une tête de chien, qu'est-ce que fait finalement son ami? Il représente des gens avec une véritable tête de chien. Ce livre des merveilles, il est très important pour nous parce qu'il a aussi permis de découvrir la géographie. Si je donne un exemple, c'est la toute première fois en Occident qu'on parle de Cipango, le Japon, dans des textes comme ici où Marco Polo raconte une histoire des Chinois qui disent que tout bêtement, lors d'une tentative d'invasion du Japon, l'ensemble de la flotte de l'empereur, du Khan, a été finalement balayé par la mer, balayé par les vents. Ce qui a donné une mythologie relativement importante, puisque les Japonais parlent de ce phénomène dans leur histoire. C'est ce qu'ils appellent le vent des dieux, le kamikaze. Le kamikaze, ça a donné en français cette idée qu'une grande tempête aurait sauvé miraculeusement le Japon d'une invasion chinoise. Au final, Marco Polo, il nous a offert énormément de connaissances. Parfois mal comprises, mais au moins ça a permis de réfléchir derrière. Marco Polo, comme tous ses marchands, a permis d'apporter énormément de richesses en Europe et est un élément très important du développement des villes. Finalement, ces marchands vont devenir tellement influents que petit à petit, ils vont prendre le contrôle des villes, remplacer le pouvoir des évêques et surtout le pouvoir des comtes pour prendre le contrôle de ces sociétés et créer des villes à leur image. Et parfois des villes qui vont devenir ce qu'on appellera des cités-États. On y reviendra un petit peu plus tard. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à passer à la partie cours. Bonne journée!